Bonjour, nous sommes aujourd'hui en Normandie, précisément sur la plage d'Omaha Beach dans le secteur de Colville-sur-Mer. Nous allons aujourd'hui vous parler du point WN 62, ce point qui aurait été le plus meurtrier lors du D-Day. Cette histoire vous sera racontée par un ami, Lucas, qui est passionné d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Alors là on est au WN 62, donc qui est un point de fortification allemand puisque c'est des Windernist, donc normalement c'est ni une mitrailleuse, donc il y a le WN 60, 61, 62 et le WN 62 c'était un des points les plus fortifiés et il a fait face à une zone où il y a beaucoup d'Américains qui ont débarqué. Et il a été donc en bas il y a deux bunkers qui ont été créés en février 1944, donc pas très longtemps avant le débarquement. Et c'est Erwin Rommel qui était venu faire une visite ici et qui a dit ce point là, il est vraiment pas assez fortifié, donc va falloir vraiment renforcer cet endroit parce qu'il avait peur vraiment d'un potentiel débarquement assez conséquent à cet endroit. Donc il a fait créer les deux casemates H669, je crois que c'est ça le nom, avec les deux batteries, enfin c'est pas des batteries mais il y a deux canons dedans, qu'on verra en bas tout à l'heure. Alors là c'était donc un des réseaux de tranchées, je pense qu'il y en avait un autre à gauche, là c'est celui de droite par rapport à la mer. Il faut imaginer des tranchées de 2,50 m, donc c'est plus très profond, là je suis dedans parce que ça a été rebouché, mais on voit vraiment le réseau qui reliait tous les bunkers entre eux, enfin il y avait les deux bunkers en bas avec les deux canons et c'était tout relié avec les postes d'observation aussi. Là on est au niveau d'une première galerie, un premier chemin qui descend avec ce qui est pour moi un abri donc pour les bombardements. C'est un petit peu en arrière du poste d'observation du lieutenant Fredkin, je crois qu'il s'appelait comme ça. Il y a son nom mais c'est compliqué à dire, et d'Henry Cheverlow qui était un peu plus bas. Puisqu'après je vais vous expliquer quand on sera en bas. Henry Cheverlow c'était le mitrailleur de la position et le lieutenant on va dire Fredkin, je ne sais plus comment on dit son nom, c'était l'opérateur qui surveillait avec les jumelles. Et il y avait aussi des fantassins juste un peu plus bas là, à 300 mètres en dessous. Et donc là c'était un réseau de galeries, c'était tout relié et un abri anti-bombardement parce que forcément il y avait des abris anti-bombardement, il fallait prévoir ça au cas où il y avait une attaque, il fallait qu'ils puissent se remettre en arrière. Donc c'était un abri anti-bombardement ici et il y a la sortie de la galerie de l'autre côté. Voilà, donc là on est de l'autre côté de la galerie et tout à l'heure on était juste en haut au niveau de la stèle de la Big Red One et là on est de ce côté là, donc c'est la fin de ce qui reste actuellement aujourd'hui de nos jours en 2022 là, le dernier bunker l'abri anti-bombardement. Donc celui-là on peut pas vraiment rentrer parce qu'il faut carrément s'accroupir ou s'allonger parce que le problème c'est qu'il est sous terre et la terre elle a été rebattue et remontée, donc à l'époque c'était creusé plus profond, on pouvait rentrer debout, donc il faut enlever au moins 1 mètre 50 de terre là je pense, c'est sûr même. Donc là on a la suite du réseau de tranchées, celui-là il est un peu plus marqué, un peu plus profond, il faut imaginer 2,50 m comme j'avais dit là-haut, et il faut imaginer que tout était relié directement jusqu'en bas là-bas avec le monument des ingénieurs, là c'est le monument des ingénieurs. Là, c'est notamment le réseau de tranchées par lequel est remonté Heinrich Cheverlow, puisque j'expliquerai après l'histoire d'Heinrich, comme c'était le personnage clé de ce WN. C'est le mitrailleur le plus connu qui a écrit un livre d'ailleurs. Donc il est remonté vraiment par ce réseau de tranchées là. Et il faut imaginer que lors de sa remontée, il avait des Américains déjà à sa droite et il avait des Américains à l'ouest. Mais comme là à l'ouest c'est une vallée, ils n'avaient pas le visuel. Ils prenaient même des tirs de là-bas en courant dans les tranchées, c'est ce qu'il explique dans son livre. Et il est remonté par là pour s'enfuir à peu près à 15h30. Et tout à l'heure en bas, on verra sa position de tir. Donc là, on est sur un des bunkers H669, tiré sur la plage et il pouvait tirer sur les barges de débarquement. Donc dedans, il y avait des canons. Je sais plus exactement quel canon c'était. Pour moi, c'est du 88, hein, comme on dit toujours. Mais après, c'était peut-être plus gros. Donc ça, j'ai pas l'info, mais c'est vérifiable. Pour les experts hein, dans les commentaires. Sinon, flanc est, donc flanc est, je pense que c'était face à la mer, donc ouest-est. Donc c'était de ce côté. Flanc est, il y avait un fossé anti-char de 4 mètres, donc bien creusé. Donc sur la droite de la caméra, là, on ne le verra pas, mais il faut imaginer qu'il y avait un fossé anti-char pour empêcher les chars de passer. Et après, le WN62, c'était des Tobruk pour les mortiers. Il y avait des positions de mitrailleuses et les tranchées, comme je l'ai dit un peu plus haut. Donc ici, on va parler de cet arbre-là, qui était un arbre qui était déjà là pendant le débarquement.
que sur mon info, il était déjà là. Et c'est l'arbre qui permet aussi de connaître la position de Severlo, puisqu'il parle de cet arbre dans son livre. Il explique qu'il était à peu près, en gros, à droite de l'arbre, pas très loin de la position de son opérateur, qu'on verra après, puisqu'il reste encore les restes. Et c'est le fameux arbre tordu, appelé comme vous voulez, en zigzag, mais qui est penché en fait, et il était déjà là, quoi. Donc voilà, c'est important d'en parler, puisque c'est un vestige. Il fait partie du WN, autant que les bunkers. Là, on est juste devant un énorme cratère d'obus de la marine américaine, donc qui a été tiré depuis la mer le 6 juin 1944, probablement aux alentours de midi. J'ai pas le nom du bateau, mais un gros bateau. C'est l'obus qui est tombé derrière la position de Severlo. Donc c'est pas réellement cet obus qui l'a fait reculer, mais par contre il a reçu des éclats d'obus, je pense, de cet obus-là qui lui a entaillé la joue. C'est écrit dans sa biographie. Donc ça lui a entaillé la joue et ça a faussé son axe de visée de sa MG42. Donc son axe de visée était plus aligné. Donc pour tirer, ça le gênait. Et c'est une des raisons du repli déjà. Et aussi son lieutenant qui avait été blessé à l'arcade, il me semble aussi. Et un obus qui est arrivé sur la position d'opérateur de son lieutenant, juste en bas, on le verra ça tout à l'heure. Et ici, c'est vraiment un cratère d'au moins 4 mètres de profondeur. Donc 4 mètres, c'est énorme quand même. C'est un gros obus qui est tombé là. Là, je suis dans le cratère, entouré de mouches. Je suis dans le cratère. On a fait ce plan-là pour vous montrer quand même un peu la profondeur, puisque je suis debout. Et après, vous voyez peut-être pas le tour niveau hauteur, mais c'est quand même assez profond, quoi. Et la largeur aussi. Parce que je peux tourner, je peux marcher. Donc ça a fait vraiment une grosse explosion avec un gros geyser de terre, je pense. Un énorme geyser de terre, puisque ça a vraiment dû exploser fort. Alors là, on est dans l'entrée, on va dire, du poste d'observation, c'est ça, de Freckling. Donc moi je dis Freckling, mais on mettra dans la description le nom exact si je me suis trompé, ou il y aura une correction. Donc ici, c'est exactement le poste opérateur pour le lieutenant d'Heinrich Severlo, donc qui avait les jumelles. Et c'est peut-être même ici un endroit où il a vu les bateaux arriver. Il a dû être ici le matin à 6 h et il a dû voir les bateaux arriver ici avec ses jumelles, puisqu'après je vais rentrer dedans pour vous montrer. Donc ici, l'opérateur, il pouvait guider les tirs de Heinrich, et il commandait aussi au fantassin de ramener les munitions, puisqu'il a tiré 12 500 balles. Donc sur toute la journée, il fallait ramener les caisses. C'était des caisses de munitions pour les MG. Il était là et c'était une de ses dernières positions jusqu'à 15 h 30. Ils étaient tous dans ce secteur-là. Et Heinrich Severlo avec la MG42, il était à peu près un petit peu à droite. Donc on le montrera après. Un tout petit peu à droite. Il était exactement à 7 mètres de la sortie du bunker. Donc 7 mètres dans cette direction. Et un éclat d'obus, un obus de la marine américaine qui est arrivé exactement sur le poste d'opérateur d'observation de Freckling, qui l'a fait reculer et qui a cassé un morceau de l'entrée du poste opérateur. On verra ça de l'autre côté. L'endroit où se tenait le lieutenant Freckling avec les jumelles. Donc il faut imaginer là les jumelles en regardant la Manche et voir les navires arriver partout, l'armada. Comme on dans le jour le plus long, bon, c'est un poste, carrément un bunker où ils sont dans le jour le plus long, mais ça ressemble à ça, quoi. En termes de hauteur, c'était comme ça, c'était pas beaucoup plus haut les fenêtres, les ouvertures style meurtrière. Et là, donc, ce qu'on voit là, en fait, le métal qui a été arraché, je crois que c'est là. Et là aussi, de ce côté, c'est vraiment un obus qui est arrivé là. Il tirait sur les Américains pendant des heures. C'est quasiment cette position qui a fait le plus de morts. Donc, s'il n'y avait pas eu la mitrailleuse et le lieutenant ici qui observait, peut-être que la progression aurait été plus facile pour les Américains. C'était au WN62, c'était vraiment une position qui a fait carnage et ils ont mis du temps à la repérer et ça a coûté beaucoup de vie parce qu'au final, ils auraient pu la détruire facilement. C'est ce qu'ils ont fait au bout d'un moment. Là, il y a un obus qui est arrivé de la marine américaine et qui a détruit une partie du poste d'observation. Quand le bateau a repéré En fait, comment ils ont repéré que les tirs venaient d'ici? C'est très simple, c'est que quand les MG elles tiraient, ça faisait un flash blanc et vous pouvez voir ce flash blanc là. Donc ils ont repéré les tirs des MG de cette position jusqu'à ce qu'un obus atterrisse ici et qui l'oblige à reculer. Freckling, l'opérateur, a été obligé de reculer de cette position et on voit vraiment l'impact, quoi, qui a fait une grosse ouverture. Et c'était à peu près aux alentours de 15 h, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont commencé à partir. Alors ici on est à la position d'Heinrich Severlo, donc l'allemand qui faisait partie de la 716e, 352e d'infanterie. 716e, c'était le régiment, je crois.
mais c'est sûr c'était 352e d'infanterie. Donc il était exactement ici à 7 mètres de l'entrée du poste d'observation comme on le voit. Bon là j'ai pas calculé 7 mètres mais par rapport aux photos d'époque et ce qui est ressorti sur les forums c'est à peu près ici quoi. Et on a l'arbre qu'on avait parlé tout à l'heure, on le voit pas mais il était à droite de l'arbre. Et il avait le champ de tir, on va dire à je sais pas combien de degrés mais il avait un grand champ de tir quoi. Donc il tirait là avec sa MG et il a tiré ici de 6h30 à 15h30 avant de reculer par les tranchées. Et on lui a porté les munitions ici. Bon par contre ici il y avait un poste de tir donc il était pas dans un bunker mais il était dans une tranchée où il y avait sa MG qui dépassait et il avait le champ libre pour tirer. Et il a commencé à tirer donc à 6h30 quand les Américains avaient à peu près de l'eau aux chevilles puisque c'était la consigne, il devait tirer quand les Américains avaient de l'eau aux chevilles donc c'est ce qu'il a dit. Il a tiré sans relâche après et juste en bas il y a une pierre, alors je pense pas qu'on la voit sur l'image mais si jamais on la voit, il y a un soldat américain qui s'était approché de cette pierre-là. Et quand les soldats s'approchaient trop près, il prenait son fusil, son car. Il avait un car 98, puisqu'il n'avait pas que sa MG. Et quand il s'approchait trop près, il prenait son fusil. Donc il raconte qu'il y en a un qui s'est approché. Tout ça, c'est écrit dans le livre. Et donc il a visé, il l'a atteint à la tête et son casque a roulé. Et comme il explique, bah, c'est une vision qui l'a hanté après longtemps, ce qui peut se comprendre. Hein. Donc ouais voilà, faut imaginer les soldats américains qui arrivent là et qui courent sur la plage sans aucune idée qu'il y a un mitrailleur ici. Et après il fallait qu'ils passent la petite digue et tout ça. Et donc lui il a vraiment tiré très longtemps, toute l'après-midi. Et c'est seulement à 15h que les premiers GI ils ont commencé à escalader les falaises. Donc là il fallait qu'il commence à reculer parce qu'en fait à 15h30 quand il a reculé, il était déjà encerclé. Les Américains avaient déjà commencé à attraper le cimetière américain, donc le flanc est. Et ils avaient avalé qu'on connaît maintenant avec les bateaux et tout ça de loisirs sur le flanc ouest. C'est pour ça que quand il a reculé, Henry Cheverlo, il a dû baisser la tête en courant avec sa MG qui était brûlante, comme il l'explique, puisqu'il fallait changer les canons et tout ça, ça chauffe vite, une MG42. Donc il devait courir avec sa mitrailleuse. C'est le dernier à être parti, d'abord c'était son lieutenant, ensuite il y avait les fantassins, et lui il a suivi derrière, donc en 4e, ils étaient 4. Un peu plus haut quand il a réussi à quitter la position du WN62, donc 1 km en arrière, pour rejoindre le WN60. Et le WN60 il est encore visible aujourd'hui puisque c'est une entrée qui est en bord d'une route sur la route de la Big Red One, la route de la Big Red One qui est juste en bas dans la vallée. Il y a le WN60 et c'était le poste de commandement reculé du WN62 parce qu'ils avaient toujours des postes de commandement reculés derrière. Ici c'était le poste de défense de tir mais derrière ils avaient le poste on peut dire le poste de commandement de préparation qui était dans une petite butte et il a couru là-bas donc sur 1,5 km sans s'arrêter en arrière des lignes et son lieutenant s'est pris une balle en pleine tête quand ils ont reculé donc il est mort et il y a des deux autres fantassins, il y en a un qui a pris une balle dans les fesses et l'autre je crois qu'il a survécu l'autre donc il restait plus que lui et un fantassin donc ouais, il a perdu son lieutenant sur le retour quoi en repartant par là-haut. C'est pour dire quand même que la retraite n'était pas facile, c'est pas en mode allez je m'en vais, c'est pas ça, non vraiment il se faisait tirer dessus, il fallait qu'il court la tête baissée et bah, son lieutenant a pris une balle quoi, en pleine tête. Donc lui il a eu beaucoup de chance et il s'est fait capturer, pour terminer quand même là-dessus, il faut conclure, il s'est fait capturer le soir du 6 juin en fin de soirée par des Américains qui l'ont mis dans une ferme et après tout s'est bien passé pour lui, ils lui ont même proposé des cigarettes et tout ça et il a été prisonnier de guerre pendant 2 ans aux États-Unis avant de repartir en Allemagne et il a été relâché finir sa vie en Allemagne tranquillement. Là on est sur la plage d'Omaha. Comme je l'ai dit, moi je vais dire secteur Dog Green mais je ne sais plus exactement si c'est le secteur Dog Green. Ici on a une partie donc sable mouillé un petit peu plus compliqué pour courir et sinon là au niveau d'où il y a la caméra c'était le sable dur. Là c'est la fameuse digue, hein. Si vous avez tous vu le soldat Ryan foncer vers la digue, bah c'est ça la digue. Quand ils appellent la digue c'est ça, ou alors secteur Vierville pour ceux qui connaissent puisque là on est secteur Colville. Secteur Vierville il y a une vraie digue en pierre et elle était déjà là à l'époque, là où il y a les galets. Donc c'est plus ça parce que dans Il faut sauver le soldat Ryan il débarque secteur Vierville, donc c'est à l'autre bout de la plage. Là on est vraiment secteur de la Big Red One. Et c'était la première d'infanterie qui a débarqué ici, donc il n'y avait pas de 29e et il n'y avait pas de ranger aussi. Tout ça c'était de l'autre côté. Ici c'était vraiment la première d'infanterie, donc les premières vagues. Donc voilà, là on a le point fortifié, le WN62. C'est toute cette butte, puis il est quand même gros hein, parce que bah ouais il prend toute la butte quoi.
Un WN, c'est un point fortifié, donc forcément il y a plusieurs batteries, il y a des bunkers, des mitrailleuses, des mortiers. On voit un premier bunker tout en haut à droite avec le mémorial pour les ingénieurs, mémorial des ingénieurs. Et on a un autre bunker qui est à gauche, donc il est plus dur à voir, mais il est juste au-dessus de la digue. Et c'était des bunkers qui avaient des batteries qui tiraient de travers. Donc si les soldats étaient là, ils ne pouvaient pas être touchés par la batterie. Et on voit la position donc, de Freckling, l'opérateur. Donc je ne sais pas sur la caméra, ça va être difficile, mais c'est la toute petite ouverture en haut avec l'arbre tordu, on le voit, je pense. Et donc à gauche de cette petite ouverture là, la petite fenêtre de l'opérateur, c'est là qu'il y avait Severlo. Donc il était à 400 mètres, on va dire, quand on est ici, à 400 mètres des soldats. Mais bon, comme il a commencé à tirer quand ils avaient de l'eau, on va dire qu'il a commencé à les tirer, peut-être à 800 mètres, grand max 800 mètres. Ce qui est déjà énorme avec une MG42 à la mire, sans œilleton, parce qu'il était à la mire. Puisque la MG42 avec un œilleton, elle peut tirer à 6 km en faisant du tir oblique. Donc déjà la MG, c'est une arme qui a été normalement, la MG42, c'est une arme qui a été conçue pour tirer par-dessus des collines. Donc ça veut dire que normalement le tireur, il pouvait tirer par-dessus des points où il ne voyait même pas ses ennemis. En augmentant la hausse de l'arme, les balles étaient censées faire une trajectoire oblique et retomber de l'autre côté. Donc là, avoir une MG42 sur cette position, c'était du pain béni pour eux parce qu'ils étaient déjà en hauteur, ils surplombaient l'ennemi et ils avaient une arme qui avait une portée pratique de 600 mètres. Donc ça veut dire que si vous étiez dans le champ de 600 mètres, la balle, elle pouvait vous tuer, c'était létal. Et 800 mètres, elle pouvait atteindre jusqu'à 800 mètres largement avant de ralentir la balle. Donc imaginez, quand vous tirez à la MG42, il y a une balle qui part, dans la même seconde, il y en a déjà 23 autres qui sont partis. Ça, c'est vraiment les caractéristiques de la MG42. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 5 secondes, vous avez déjà 50 balles sur vous qui sont potentiellement létales. Donc pour éviter ça, vous n'avez rien à faire d'autre que courir, quoi, hein. Et essayer de vous mettre à l'abri derrière cette digue de sable là, qui étaient les dunes, donc après qu'ils ont dû franchir. Et une fois qu'ils sont arrivés là, ils ont dû franchir les dunes pour aller attraper le WN, pour aller le conquérir. Et c'est pour ça qu'il y a la stèle de la Big Red One tout en haut, on doit la voir qui dépasse. Les amis, j'interromps cette vidéo ici, puisqu'elle va se finir ici. J'avais quand même 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, malheureusement, on a eu un petit souci avec les micros sans fil qu'on utilisait, donc ceux-ci, qui ont eu des coupures. Donc c'est pour ça que des fois, vous voyez un peu des cuts dans la vidéo. Et du coup, on a perdu quand même quelques fichiers. Ensuite, il faut savoir que cette vidéo, on l'a préparée en très peu de temps. En gros, on l'a même pas préparée. En fait, ça s'est fait en quelques heures. Et c'est pour ça que vous pouvez peut-être voir des informations qui sont pas complètes ou inexactes. Et si c'est le cas, il faut absolument nous le dire. Il ne faut pas hésiter. Et il y a l'espace commentaire qui est là pour, si vous avez des choses à rectifier, vous pouvez. Au contraire, on sera très heureux que vous participiez pour ce sujet-là, hein, vraiment. C'est juste que ça nous tenait à cœur vraiment de vous faire une vidéo sur cette position qui a été une position extrêmement importante. Je remercie encore Lucas d'avoir participé vraiment parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et vraiment, ça m'a fait plaisir qu'il participe à cette vidéo. Donc voilà, comme je vous disais, on l'a fait vraiment en quelques heures. Donc s'il y a des informations qui sont inexactes ou s'il y a des informations, vous pouvez ajouter en plus. L'espace commentaire vraiment est fait pour vous. En tout cas, dans tous les cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu cette vidéo. Et si jamais ça vous a plu, je vous invite aussi à aller voir une autre vidéo qu'on a faite. Cette fois sur toute la plage d'Omaha Beach. Voilà. On a fait une petite vidéo qui parle de l'histoire de la plage d'Omaha Beach le 6 juin 1944. Je vous invite aussi à aller la voir. Je vous la mets en description si jamais ça vous intéresse. Moi, je vous remercie encore d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, vous pouvez évidemment lâcher un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.